Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, on va quitter quelques instants les champs et les élevages pour nous intéresser à un autre maillon essentiel de la filière, la boucherie artisanale. Quand un éleveur vend ses animaux, une autre histoire commence, celle de la transformation, de la découpe, de la valorisation des morceaux, mais aussi du conseil auprès des consommateurs. Un métier souvent méconnu et pourtant indispensable pour faire le lien entre l'agriculture et l'assiette. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Véronique Langlais, artisan bouchère à Paris et présidente du syndicat de la boucherie de Paris. Issue d'une famille de bouchers, mais passée d'abord par la restauration gastronomique, elle porte aujourd'hui la voix de milliers d'artisans partout en France. Avec elle, on va parler de son parcours, du métier de boucher, des relations avec les éleveurs et des grands défis qui traversent actuellement la filière viande. Allez, je vous laisse en compagnie de Véronique Langlais. Bonne écoute! Bonjour Véronique. Bonjour Louise. Bon, pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer un petit peu ton activité? Alors, je suis Véronique Langlais, je suis présidente du syndicat des bouchers de Paris. Il y a 2 jours, j'ai été élue pour mon 3e mandat et je suis installée avec mon mari et notre fils dans Paris depuis 32 ans. Magnifique. Quel âge tu avais quand tu as eu ta première boucherie? 22 ans. Incroyable. Et donc là, pour info, on est dans un, je ne sais pas si on entendra les bruits de fond, mais on est dans un bar vers Paris, le bar d'un hôtel. Et alors, quel a été le déclic pour te lancer à 22 ans? Alors, le déclic, c'était que j'étais précédemment en cuisine et que j'avais beaucoup de mal à trouver du travail parce qu'à l'époque, j'étais déjà une femme, si je puis dire. Et c'était La très dur malédiction. dans ce milieu gastronomique de trouver du travail. Oui, je fais une petite aparté, mais je me souviens que tu m'avais raconté que tu étais arrivée pour aller en cuisine et le gars avait dit ben non, mais on cherche pas de serveuse. Voilà, c'est Non, mais ça. moi, je suis pas serveuse, je veux être en Exactement. cuisine. C'était exactement ça par rapport à mon métier. Alors, étant donné qu'on a été quand même des indépendants, des entrepreneurs très jeunes, finalement, on s'est jamais trouvé confronté à ça. Et puis, où ça a été difficile, c'était avec mes salariés, parce que les premiers salariés du départ, en fait, pour eux, la femme, c'était la caisse. Donc là, c'est vrai que j'y allais doucement. Et comme mon mari était boucher, je me suis dit, pourquoi pas. On a une belle opportunité au pied de l'Arc de Triomphe à l'époque. Et le plus difficile a été de trouver les financements. Mais nous avons signé cette boutique en 93 et nous étions installés tous les deux en 94. Pourquoi ça a été difficile de trouver les financements? Parce que quand on est jeune, qu'on a très peu d'expérience, même si on vient d'un monde issu du métier qu'on veut faire, on ne nous faisait déjà pas confiance en fait. Et c'est pour ça que j'ai dû aller démarcher 4 banques pour avoir une seule possibilité de financement à l'époque. Et tu es issue d'une famille de bouchers, je crois. Absolument, fille, petite-fille, belle-fille, mère maintenant, sœur de boucher effectivement. Je baignais dedans et mes parents, se sont installés avant ma naissance et c'est vrai que ça a été une grosse souffrance pour moi puisque, c'était des personnes qui étaient, impliquées, pratiquement 7 jours sur 7 et puis, tous les jours fériés en fait. Donc, je maudissais ce métier. Quel moment tu t'es dit que tu allais y revenir? Parce que, enfin, est-ce que tu t'es toujours dit que tu allais faire ça ou à l'inverse, tu t'es dit Alors non, je ne voulais surtout pas faire ce métier, mais j'avais choisi un autre métier qui était la cuisine. Mais j'ai rencontré mon mari. J'ai eu une aversion quand même pour lui pendant 3 ans parce qu'il exerçait ce métier et je ne voulais pas retomber dedans. Et puis après, quand j'ai vu les difficultés que j'avais à travailler en cuisine, je me suis dit qu'il fallait absolument penser à s'installer, à devenir indépendant. Et là, en l'occurrence, j'ai décidé de m'emparer de ce métier et je me suis dit, soit ta vie sera un enfer parce que tu n'aimeras pas ce métier, parce que tu ne l'as jamais aimé, soit ta vie sera une passion parce que tu vas t'emparer de ce métier. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Petit à petit, j'ai appris à l'aimer et ça a été un déclic. On s'est installé le 14 février 1994 et nous sommes allés au salon de l'agriculture. Et là, j'ai eu un petit déclic aussi par rapport à ça et par rapport à ce qu'il pouvait m'apporter en delà et en dehors de la boutique. donc tu étais dans la gastronomie, tu décides de revenir bouchère, mais au final, tu avais pas de formation là-dedans. Comment ça s'est passé? Bah, j'imagine qu'il y a quand même un savoir-faire pour la découpe. Tu vas nous raconter le métier de boucher, mais il y avait quand même un Alors au savoir-faire. départ, oui effectivement, dans ma formation, assez rudimentaire finalement, j'ai fait quand même, 5 ans d'école hôtelière, quasiment exclusivement en cuisine et en pâtisserie.
Et c'est vrai que quand on apprend ce métier, on a des formations très rudimentaires au niveau de la viande parce que on est censé travailler avec des bouchers. Et lorsque je suis arrivée avec mon mari dans la première entreprise, en fait, j'ai développé un rayon traiteur parce que mon mari disait chacun ses compétences. Moi, c'est la boucherie, la découpe, la désosse, et toi, c'est la valorisation des produits que je te prépare. Et il s'est passé du temps, effectivement, je faisais moi-même mes tripes, je faisais moi-même mes plats cuisinés, mon coq au vin, etc. Là, c'était notre première entreprise, première boucherie. Puis, nous avons acheté une deuxième boucherie après, en ayant vendu la première, plus importante, et notre fils aîné nous a dit qu'il voulait faire cette formation. Et c'est tombé à peu près au moment où mon papa et ma maman ont décidé de vendre leur entreprise pour partir en retraite. Donc mon père est venu progressivement dans l'entreprise former un peu son petit-fils, et j'en ai profité moi pour m'accaparer au départ une bavette ou un onglet ou une hampe par exemple. Juste, j'ai commencé par éplucher parce que mon mari était pas trop chaud de me voir découper, et progressivement, de fil en aiguille, mon fils a fait sa formation et j'ai fait la mienne. Et mon papa me laissait ses couteaux, il m'expliquait, et progressivement, je me suis formée comme ça. J'ai fini par toucher un peu à tout. Et aujourd'hui, combien tu as de boucheries? Est-ce que tu en as toujours en activité? Explique-moi. Alors non, je suis toujours en activité, ça c'est sûr, mais j'en ai toujours eu qu'une parce que j'estime que nous n'avons qu'un cœur. Avec mon état d'esprit, en fait, on se donne. On ne donne pas qu'un morceau de viande, on donne aussi son cœur, son énergie, son savoir-faire. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à déléguer. Mon mari a beaucoup de mal à déléguer, et je n'ai pas cet esprit d'avoir plusieurs boutiques pour faire un peu du business. C'est pas mon état d'esprit. Donc, je n'ai toujours eu qu'une boutique. Tu es aussi, je l'ai dit dans l'intro, mais présidente du syndicat des bouchers de Paris. Oui, depuis 10 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu rendre au métier ce qu'il m'avait donné, parce que ce métier m'a donné beaucoup de satisfaction aussi. Des rencontres, des partages, le bonheur de travailler des produits d'exception, puisqu'en France, on a un territoire exceptionnel avec des produits vraiment très haut de gamme. Et à travers ça, j'ai voulu rendre du coup à mon métier ce qu'il m'avait donné. Il m'a donné à manger, il m'a donné du plaisir, il m'a donné de jolies rencontres. Et en le défendant et en le portant, c'est un peu ma petite pierre à l'édifice, si je puis dire. Et je crois que tu as été la première femme Alors à Paris, oui, ouais, la première présidente. femme à être élue présidente du syndicat des bouchers en 149 ans. Mais je dis 149 ans parce qu'en fait, c'était le dernier syndicat créé. Mais il faut savoir qu'il y a eu un syndicat, le premier syndicat a été créé en 1100 à peu près. Et on a retrouvé des écrits de ce syndicat en 1164 à Paris. Donc c'est aussi l'un des plus vieux syndicats français, syndicat patronal évidemment. Et j'en suis très honorée. Et alors, c'est quoi ton rôle en tant que présidente et plus largement le rôle de ce syndicat? À quoi ça sert un syndicat de bouchers? Alors, un syndicat de bouchers, ça sert à porter justement notre métier auprès des parties des institutionnels, à montrer qu'on existe, à faire évoluer aussi les choses, notamment dans la formation, pour les lois, les obligations, les contraintes. C'est aussi le lien avec les éleveurs, avec les différents partenaires que nous pouvons rencontrer dans nos métiers. C'est défendre les intérêts aussi des patrons. Et c'est aussi être à disposition des autres syndicats pour pouvoir parler ensemble, parce que je suis également élue à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et il y a aussi le fait d'élire une femme. En plus, tu as quand même tout de la femme moderne aujourd'hui. Oui. Ça modernise l'image des bouchers, mine de rien, et de la profession. Ça peut être un vrai atout là-dessus Alors aussi pour justement, ouvrir le métier à d'autres absolument. catégories de population. C'est un atout, tout simplement parce que déjà, quand on défend notre métier, on ne perçoit pas du tout quelqu'un comme moi. Et du coup, ce qui est C'est vrai bien, qu'il y a un gros contraste, c'est c'est que ça drôle. marque les esprits, et que j'ai l'impression que par rapport à ça, c'est vraiment un atout. Parce que les gens se souviennent, et je me souviens notamment dans le Covid, où j'avais des politiques et des journalistes qui me disaient tiens, je suis allée chez mon boucher, j'ai pensé à toi, tu vois, je suis allée chez mon boucher, là où forcément au départ, ils n'avaient pas cette pensée qu'ils avaient un acte aussi citoyen que d'aller chez l'artisan boucher. Et j'ai l'impression que j'ai marqué les esprits aussi par rapport à ça, parce que je défends aussi mon métier et sa valeur de lien social à travers la France. Parce que c'est vraiment un marqueur aussi de lien social que d'exercer
dans un commerce de proximité ce savoir-faire-là. Magnifique. Justement, j'aimerais qu'on parle du métier de boucher. Comment tu définirais ce métier? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Alors là où c'était pas mon plus beau métier du monde, je trouve que maintenant c'est l'un des plus beaux métiers du monde, c'est l'un des plus anciens aussi. Alors déjà, on part d'un animal, donc de quelque chose de très sacré, qu'on a élevé pour ses qualités, qui ne sont pas que des qualités nutritionnelles, hein. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel à la vie en fait. On a un éleveur derrière cet animal qui passe du temps, 7 jours sur 7, dans son entreprise pour en prendre soin, pour le voir naître, le voir grandir, le voir pâturer, et puis en prendre soin jusqu'à ce qu'un camion vienne le chercher, l'emmène à l'abattoir. On peut avoir des maquignons sur l'intermédiaire. Et puis après, de fil en aiguille, ça finit dans nos boucheries artisanales ou dans la grande distribution ou dans la transformation. Mais ça reste un animal et ça reste un produit sacré. Et je pense qu'aujourd'hui, peu de gens ont conscience de ça. On se coupe un peu de cette réalité-là. Moi, quand je prépare un morceau de viande ou une carcasse, ça a quelque chose, oui, de précieux. En 32 ans, on a formé quand même pas mal d'apprentis et ça fait partie de la démarche que de leur dire que c'est quelque chose de précieux et je déteste le gaspillage. Chez nous, comme chez la majorité de nos collègues, il n'y a rien de gaspillé et on forme aussi, et je parle de formation, nos clients à respecter le produit et ne pas jeter parce que c'est sacré. On prépare quelque chose de sacré. C'est quoi ta journée type en tant que bouchère? Alors la journée type, enfin j'ai plusieurs journées types. La journée type, par exemple, en début de semaine, c'est soit d'aller à Rungis, soit de recevoir la marchandise, parce que nous, dans notre entreprise, on est 50-50, 50% Rungis, 50% direct. Mais tout ce qui est grosse carcasse, il y a une partie en bœuf, par exemple, c'est plutôt direct. En revanche, pour le veau, c'est plutôt Rungis. Pour la volaille, c'est 50-50. Une partie Rungis, une partie directe. Donc le mardi, on reçoit la marchandise et alors une partie part pour être mise de côté pour 21 jours. Je parle du bœuf. Et une autre Pour partie... maturer, c'est ça? Oui, enfin, c'est pas la maturation, c'est un repos. Parce que la maturation, c'est après le 21e jour, hein. Ok. En fait, pour qu'un bœuf soit optimum sur les côtés enzymatiques, pour l'attendrissement de la viande, il faut quand même attendre au moins 8-10 jours. Mais la valorisation optimum, c'est 21 jours. Après ça, il n'y a plus de valorisation de tendreté. Après, on est sur les qualités de goût. Moi, j'aime pas quand c'est trop maturé, entre guillemets, mais j'aime bien savoir qu'on a été jusqu'au niveau pour la tendreté. Donc, pour le bœuf, on le met de côté. Le veau n'a pas besoin forcément de ça et l'agneau non plus. Donc, le mardi, on prépare la viande. Donc, on désosse. Oui, parce que comment ça t'arrive? C'est des carcasses entières qui arrivent? Oui, oui, oui. Sans les abats, par contre? Sans les abats. Ok. Les abats partent dans une autre valorisation, hormis l'onglet et la hampe, qui sont sur la carcasse, qui sont des produits trépieds. Mais sinon, tout arrive en carcasse, en demi, généralement, parce que c'est pareil, on ne peut pas les avoir entières, hein. Parce que c'est trop gros. Voilà, et on les met. Alors nous, on a un rail, donc les carcasses arrivent sur rail. On les pèse et puis au final, on les met dans la chambre froide et on prépare le veau et l'agneau le mardi. On appelle ça casser, hein. On désosse, on épluche et Ça veut dire quoi, éplucher? C'est t'enlèves la peau? on enlève les aponévroses, ouais. Ok. Donc ça, c'est le côté détente. Et c'est un petit clin d'œil. Non, mais c'est vrai. Parce que moi, alors on n'a pas de labo, nous, à Paris, mais souvent, on fait ça au labo, en fait. Les clients qui nous voient éplucher, généralement, ils prennent du plaisir à le voir. Moi, je me mets toujours devant le client. Parfois, même le client veut acheter ce que j'épluche parce que ça a le côté détente. Parce qu'on prend soin à ce qu'il n'y ait pas de rouge ou de viande sur les petites peaux, sur les aponévroses, et c'est vraiment un côté détente. Et après, on peut préparer des rôtis, des carrés, on fait vraiment ce qu'on veut. À chaque morceau, sa destination, mais on peut avoir des changements de destination de produits. Par exemple, si on a des morceaux qui sont plus tendres, on peut les destiner à faire des roast beef et mettre les morceaux des extrémités, par exemple, dans le steak haché. Et c'est ça aussi notre expertise, c'est qu'on juge par rapport à la tendreté. Si on a une génisse, par exemple, ça va être plus tendre que si on a une vache qui aura mis bas.
Oui, une génisse, c'est une vache qui n'a pas encore mis bas. Voilà, Si je exactement. résume C'est de comme manière grossière. comme une Désolée pour les éleveurs qui nous poularde, écoutent. comme une poularde par rapport à la poule. Mm. À chaque produit, sa destination et notre expertise sert aussi à ça, à savoir comment on va valoriser le produit. Oui, il y a un vrai savoir-faire. Oui, Quand tu reçois la viande, tu l'observes, tu voilà. la... Ok. Suivant l'âge, la conformation. Et d'ailleurs, je tiens à dire aussi que ce qui est important, c'est d'avoir vu parfois les animaux vivants, même souvent, pour se faire une idée, parce que souvent, quand on les voit vivants, on arrive à les imaginer aussi en carcasse et voir la valorisation des produits. Parce que c'est un métier morbide. Ouais, pas vraiment, pas vraiment. Disons que le boucher, il voit vraiment le produit fini, alors que Oui, tu veux l'éleveur, dire il qu'il va regarder voit... la croupe de Voilà, l'animal, il va son voir les dos. romsteaks, il va voir l'épaisseur du dos, Je comprends. l'épaisseur du collier. Ouais, ouais, ok. Et après, c'est quoi vos autres tâches de la journée? Et ben après, c'est de vendre. Parce qu'en fait, on est face à une clientèle. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chance, nous, dans notre métier. C'est qu'on a la chance d'avoir l'aval et l'amont, en fait. On peut avoir les éleveurs, aller voir les bêtes sur pied et après voir la destination finale avec le client qui va cuisiner. Et même moi, de mon côté humain, c'est parfois de demander à mes clients de m'envoyer des photos des plats finis, notamment à Noël, pour les envoyer aux éleveurs parce qu'eux, ils sont contents de voir que leur produit a été apprécié. Ouais, je comprends. Ça, c'est le truc génial de notre métier, c'est d'avoir accès à toute la chaîne. Et du coup, pour toi, tu es plus artisan ou artisan ou commercial ou commerçant de proximité? Comment tu... Non, pour moi, c'est vraiment être artisan. Alors, il y a encore 50 ans, notre métier était affilié à la Chambre de commerce et ce sont nos pères qui ont dû se battre pour que notre métier soit reconnu artisan parce que certains estimaient que c'était pas forcément travailler de ses mains, mais si, c'est complètement ça. Et pour moi, on est de vrais artisans. Et on est même artisan de bonheur. Parce que quand on vient chez nous, qu'on choisit un produit, qu'on explique le produit, l'origine, qui est derrière, et qu'après, on explique aussi comment le valoriser avec une recette, c'est un vrai bonheur. En parlant de bonheur, tu démarres à quelle heure ta journée? Tu les finis à quelle heure? Ah non, alors justement, il y a une grosse amélioration. C'est que mon papa, lui, quand il commençait... alors, quand on va à Rungis, donc là, j'ai pas parlé de Rungis. Si on va à Rungis, c'est lever 2h30, départ 3h. Il faut qu'on soit revenu à 5h30 parce que le périph' bouche. Et en l'occurrence, là, c'est plus dur parce qu'il faut faire la journée. Mais quand on reçoit, là, c'est plus cool. Moi, je vais à la boutique vers 7h30. Hein. D'accord. Et les journées, elles finissent à quelle heure? À la fermeture? 20h. Ouais. 20h, mais on a une coupure. Mais on a une évolution dans notre entreprise à Paris et ça se fait de plus en plus. On a une boutique numérique. Et là, c'est encore une évolution du métier qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Du coup, les gens peuvent acheter sur le site et après, ils viennent chercher? Pas du tout. Les gens achètent sur le site et sont livrés. Et ça, c'est encore une évolution Partout en France du métier. ou... Alors, il y a des collègues qui le font partout en France. Moi, c'est pas du tout mon cas parce que j'ai une espèce de conscience éthique, entre guillemets. Et je trouve que pour nous, c'est difficile parce que comme on fait déjà venir des produits de toute la France, pour moi, c'est impossible de me dire que je les renvoie. Donc, je ne veux pas de ça. Donc, ça reste sur la proximité, sur Paris, Île-de-France. Et juste faire un point sur les terminologies. On entend artisan boucher, parfois boucher charcutier. C'est quoi la différence? Alors la différence. Déjà, le boucher, c'est celui qui travaille les produits crus. En principe, à l'origine, c'était uniquement le bœuf, le veau, l'agneau. Il y avait les volaillers, il y avait les tripiers, il y avait les chevalins. Maintenant, on a eu un gros souci en 1996 qui s'appelle la vache folle. Et on a eu beaucoup de métiers qui ont évolué. Donc, en destination, boucher, charcutier, traiteur. Mais là, il faut avoir une formation charcutier. Et en principe, les charcutiers de métier travaillent le porc. Chose que nous ne sommes pas censés travailler. Et si nous le travaillons, c'est uniquement cru et pas cuit. C'est pour ça que ce sont deux métiers différents, mais qui sont complètement complémentaires. Comme volailler. Moi, la volaille, c'est un de mes domaines de... Enfin, moi, ce que je préfère travailler, en vrai, c'est le veau. Mais j'adore aussi travailler la volaille. Aujourd'hui, on a de plus en plus de bouchers qui sont aussi des bouchers volaillers, tripiers, et il faut défendre ça. Qu'est-ce qui fait qu'on aime travailler une viande plutôt qu'une autre? La finesse. Moi, c'est parce que le veau, c'est très simple. C'est un jeune animal. C'est très facile, en fait, à éplucher. C'est très délicat, c'est très doux. C'est difficile de le dire, mais la viande n'attache pas aux os. Donc, on désosse très facilement. En revanche, c'est un produit qui est très noble et très cher. Donc là, il faut vraiment faire attention et pas mettre des coups de couteau. Comme l'agneau, d'ailleurs. L'agneau, c'est un produit très noble aussi.
Et puis moi, j'ai vraiment quelque chose encore plus sacré parce que c'est un petit animal, hein. Et je me dis là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut valoriser. Et ce qui est rigolo, c'est que les apprentis qui passent à la boutique ont cette même idée que moi d'avoir un côté atypique et sacré de cet animal. Et là, on a une meilleure apprentie d'Île-de-France qui s'appelle Clarissa, et elle dit aussi qu'elle préfère travailler le veau et elle ne supporte pas d'avoir un mauvais geste sur cet animal, parce que ça peut arriver qu'on glisse. Et vraiment, là, on a un respect encore plus particulier sur ce produit-là, le veau et l'agneau. Tu vends tous les animaux dans ta... Alors nous, on vend de tout. viande. Ouais, alors on vend tout sauf le cheval. Ok. Malgré que j'aurais bien voulu le vendre, mais j'ai pas eu la formation pour vendre le cheval. Et puis c'est particulier parce que il faut avoir une chambre froide normalement spécifique, un hachoir spécifique et un bio spécifique. Mais c'est un produit aussi qui est très particulier. Et sinon, je vends de l'agneau, du lapin, qu'on a beaucoup de mal à vendre parce que maintenant le lapin c'est un petit animal limite de compagnie, et voilà. Et notre sujet aussi aujourd'hui, notamment en ville, c'est de faire accepter aux consommateurs de consommer tout type de viande, parce que dans l'esprit des consommateurs, il y a une grosse évolution aussi sociétale à consommer de la viande. Tu as vu une baisse de la fréquentation de tes boucheries au fil du temps Alors, ou est-ce que c'est plus une modification des usages, des consommations de tes clients? Alors là, tout va très vite. Donc, on a eu une inversion de consommation de la viande qui est revenue vraiment pendant la pandémie, où là, on a eu une explosion, où on a même vu des végétariens qui sont revenus à la viande. Et ça, c'était pour moi une réussite totale. En revanche, depuis le martèlement des écolos à dire qu'il faut manger moins de viande pour des problèmes de réchauffement climatique, on a beaucoup de gens qui se posent la question. Et j'en ai même qui viennent à la boutique me dire je reviens chez vous parce que je n'ai pas voyagé en avion, et du coup, par rapport à mon empreinte carbone, et alors il y a un sujet, et là je passe du temps à leur expliquer qu'il ne faut pas percevoir les choses comme ça. Mais je pense qu'on aura un regain à la viande. Forcément. Et que c'est des phénomènes de mode. Et au niveau de la répartition de la consommation, est-ce qu'avant c'était complètement plutôt viande bovine et que maintenant c'est plus volaille par exemple? Absolument. Et ça, c'est très récent aussi, c'est ce que j'expliquais. On avait plus effectivement de consommation de viande rouge. Et là, on voit que la consommation de viande baisse un peu. En revanche, la volaille a tendance à monter, notamment la volaille de découpe. Et on voit aussi, et ça m'effraie un petit peu, des gens qui ne perçoivent pas forcément la volaille comme de la viande. Ça, c'est le côté un peu étrange. Ouais. Où les gens ont l'impression de ne pas manger un animal. Okay. Et des fois, je demande, ça m'arrive de demander, parce que j'ai différents mandats et je parle beaucoup de mon métier. Et j'ai des gens qui me disent, moi, je mange pas de viande, je mange que du poulet. Et là, je me dis, c'est de la viande. Oui, mais je parle de viande rouge. Et c'est un sujet parce que quand on sait qu'aujourd'hui, pratiquement 50% de la viande de volaille est importée, ça pose question. Vaut mieux pas manger de la viande française que de manger de la viande d'importation. C'est mon sujet. Et je voulais revenir sur le sujet de l'approvisionnement. Tu nous as dit que tu prenais à peu près moitié à Rungis, moitié en direct. En direct, oui. Est-ce que c'est quoi le circuit classique des bouchers en général? C'est plutôt d'aller à Rungis, c'est plutôt d'avoir un contact direct avec les éleveurs? Est-ce que tu peux nous expliquer? En principe, sur Paris, il y a une partie qui préfère travailler en direct parce que Rungis, c'est quand même fatigant de faire sa journée. Donc, la jeune génération a plutôt tendance à rester au lit et à faire venir en direct. Mais Rungis évolue. Et c'est ça qui est bien. Maintenant, Rungis propose aussi des ventes en ligne, comme pour nous. Donc, on peut commander en ligne et se faire livrer. En revanche, sur les territoires et en Île-de-France, on a des gens qui vont aussi à la découverte des éleveurs. Des foires aussi, parce qu'on a encore de magnifiques foires à travers le territoire national et où ça nous permet de ne pas perdre pied et de savoir finalement ce qu'on vend. Parce que je trouve que c'est important aussi d'expliquer d'où vient la viande, qui l'a élevée, quelle est la race, de connaître aussi le mode d'abattage. Moi, j'aime bien aussi, une fois par an, me déplacer en abattoir pour voir comment ça évolue. Et puis surtout, d'honorer aussi nos opérateurs d'abattoir qui, sans eux, rien ne pourrait être fait, finalement. Parce que c'est une chaîne. Hein. Et excuse-moi, mais comment la viande arrive de l'éleveur à Rungis? Il y a quoi comme intermédiaire entre Rungis et nos éleveurs je sais pas, qu'on a autour de chez nous tous? Justement, on a
les grossistes. Et on a les messieurs, les négociants, mais il y a un terme qui est précis. Les maquignons. Les maquignons. Parce que quand j'étais petite, c'était ce terme-là. Ils étaient en blouse noire, ils sont toujours là. Et on les retrouve sur les concours. Et en fait, ils font aussi un travail formidable puisqu'ils sourcent aussi les bêtes qui finiront dans nos entreprises, dans nos boucheries artisanales. Et je les loue aussi. En fait, c'est toute une chaîne, effectivement, qui partent de la ferme, les maquignons, les négociants, les grossistes aussi. Qui se déplacent du coup dans les fermes pour voir Oui. ce que l'éleveur a à Et qui vendre. parfois- Ils négocient un prix avec l'éleveur. Voilà, et qui parfois aussi nous amènent des bêtes qui sont des gagnantes de concours. Et ça, c'est pareil, c'est un peu le Graal parce qu'on aime bien avoir des bêtes qui ont cette histoire aussi de prestige, Et qui sont en des fin de concours qui carrière. sont aussi ancestraux. Moi, je me souviens quand j'étais petite et que mon papa avait des bêtes de concours et des bêtes à plaques, j'étais en admiration. Et même la clientèle, maintenant, est en recherche de ce signe de qualité. Et c'est quoi les qualités pour être un bon boucher? Aimer son travail. Moi, je dirais que c'est souvent une personne qui a la passion chevillée au corps, hein, qui n'est pas déconnectée, qui aime bien tout ce qu'on pense, qui aime les animaux, qui aime nourrir, hein, qui aime l'humain, parce qu'en fait, on est aussi des vecteurs de plaisir, qui aime le lien social, qui aime travailler souvent en équipe aussi. Donc, le côté humain, c'est savoir d'où vient le produit, donc avoir cette proximité avec l'éleveur, cette proximité avec son client, cette proximité avec son équipe aussi. C'est vraiment une histoire d'humain avant tout. C'est avoir un grand cœur. Souvent, les bouchers ont des grands cœurs. On imagine des gros monsieur rouges avec un caractère bien trempé, mais en fait, on a des gens, des femmes et des hommes qui sont très engagés, passionnés et amoureux de ce qu'ils font et des gens qu'ils fréquentent. Très bien. Et je voudrais passer maintenant à la minute économie du podcast. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que ça coûte plus cher d'acheter sa viande chez un boucher plutôt qu'en grande surface? Alors, je dirais non, surtout là, on l'a vu avec les inflations, la décapitalisation, où malheureusement, la matière première s'est retrouvée un peu impactée, donc la viande. Et chez nos artisans bouchers, c'est pas plus cher, d'autant plus qu'on ne prépare pas la viande de la même façon. Par exemple, sur un steak haché, puisque c'est ce qui est quand même le plus acheté en grande distribution, si vous achetez un steak haché dans le rayon surgelé ou le rayon sous vide, vous avez des steaks hachés qui sont à 5, 10, 15% de gras. Ça, on ne le sait pas toujours. Alors que chez l'artisan boucher, souvent, c'est que du muscle, hein. Et si on regarde le prix au kilo, on est plus gagnant souvent, chez l'artisan boucher parce qu'on est sur... Ce que tu veux dire quoi quand on fait cuire le steak, du coup, ils font... Il y a toute une Absolument. partie de graisse Alors, qui part. ça peut être meilleur parce que le gras, c'est aussi le goût, mais on peut dire que sur 5%, c'est bien, mais sur du 15 ou 20% chez McDonald's, c'est 20% de gras. C'est pas être gagnant, quoi. Et même sur un rôti de bœuf ou sur un rôti de veau, globalement, on est sur les mêmes prix maintenant. Et en plus, on n'achète pas au kilo souvent. Chez son artisan, on achète à la portion. Donc, au regard de la portion, c'est pas un produit qui est vraiment super cher, globalement. Et on ne doit pas en manger tous les jours forcément non plus. De quoi est composé le prix de la viande chez un boucher? Alors, chez tout le monde, hein, c'est le salaire de nos salariés, c'est le loyer dans l'entreprise, c'est les charges, parce qu'on a beaucoup de charges. L'eau, l'électricité, donc les abonnements, parce qu'on est obligé d'avoir des abonnements pour l'électricité, pour les groupes frigorifiques, pour des sociétés d'hygiène, parce qu'on est aussi auditionné pour l'hygiène. Qu'est-ce qu'on a? Les ramassages des os, des suifs, parce qu'on valorise aussi ça. On doit payer aussi le recyclage de nos emballages. Donc tout ça, ça impacte le prix de la viande. Les emballages, les salaires de nos salariés, les loyers de nos entreprises. Surtout à Paris. Surtout dans le à Paris 17e. ou dans les grandes villes. Et c'est vrai que ça impacte forcément le prix de la viande au final. Et la logistique, parce qu'il faut la faire venir aussi, la viande. Et la tuer et payer les différents intervenants de l'éleveur jusqu'à l'artisan. Justement, le prix de la viande, en tout cas de la viande bovine actuellement, n'a jamais été aussi élevé. Il est autour de 7-8 euros le kilo. Alors là, il se stabilise. Oui, ça a un petit peu baissé dernièrement, mais comment tu perçois, toi, cette hausse en tant que bouchère? Alors justement, ça a été très, 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 très dur là, depuis un an, puisque on a beaucoup de bouchers qui n'ont pas voulu les répercuter. Et au niveau des marges, ça passe plus. Et j'ai malheureusement même des jeunes qui ont fermé leur entreprise à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas voulu répercuter les augmentations, parce que ça n'a pas été que dans le bovin, hein. Malheureusement,
On a eu des impacts sur plein de choses parce qu'on a eu aussi des impacts sur l'énergie. Il y a 2-3 ans, on a eu quand même des grosses hausses sur l'énergie. Tout cumulé, ça a fait que ça a impacté nos entreprises et que certains ont eu des problèmes. Et là, on est encore toujours fragilisé parce que même sur la volaille, enfin sur toutes les espèces, il y a un problème d'augmentation des matières premières. Et du coup, on gagne bien sa vie aujourd'hui en tant que boucher? Alors, on gagne bien sa vie, on gagne sa vie, on va dire. C'est pas non plus ce qu'on a connu il y a 40 ans ou 30 ans quand on s'est installé, où vraiment c'était encore bien, mais c'est toujours intéressant d'être installé à son compte quand même. On n'a pas de compte à rendre à un patron. Et quand on est salarié en grande ville, on a un bon salaire parce qu'effectivement, on a plus d'emplois que de salariés. Donc, on est relativement bien rémunéré quand on est salarié dans les grandes villes, en tous les cas. J'aimerais maintenant passer au défi du métier. C'est quoi et de la profession et de la filière de boucher plus globalement? C'est quoi les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Ou si tu devais en choisir un, Alors, le plus grand défi, c'est de pérenniser nos entreprises via la transmission, justement. C'est que nos métiers séduisent et d'amener les jeunes vers cette voie-là. Alors, tant par rapport à l'élevage que par rapport aussi à toute la filière, puisqu'on se rend compte que tant à l'élevage que dans les abattoirs, que dans la logistique et dans nos entreprises, le métier ne fait pas toujours n'est pas rêver. toujours voilà. C'est pas ce que je voulais dire, mais oui, en revanche, on a quand même des jeunes bouchers qui font rêver, des femmes maintenant, des jeunes femmes qui gagnent des concours, puisque en fait je crois qu'il faut tabler sur l'excellence aussi, puisque dans la cuisine d'un métier qui n'était pas sexy, on a fait rêver via des émissions Top Chef, via des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on s'active via des jeunes femmes, des jeunes hommes. On a gagné, d'ailleurs, notre métier a gagné les championnats du monde de la boucherie. On a été gagnant à travers 14 ou 15 nations. Et c'est vrai qu'on voit un regain de nos métiers parce que effectivement, on l'appréhende différemment. C'est un métier qui est perçu avec beaucoup plus de valeur qu'auparavant où on voyait les tabliers pleins de sang. Là, c'est plus du tout ça. On a une femme aussi meilleure ouvrier de France, Stéphanie, qui travaille super bien. Et puis, on les met aussi en avant, on fait de la formation. Et c'est plus du tout le même métier que moi j'ai connu, où effectivement, on avait des journées à rallonge, on travaille 70 heures. Maintenant, c'est un métier qui permet aussi d'avoir une vie personnelle. Et est-ce que la déprise du nombre d'éleveurs en France, aujourd'hui, ça t'inquiète pour votre métier? Oui. Alors, ça m'inquiète pour mon métier, mais ça m'inquiète aussi pour les savoir-faire de nos territoires, pour notre gastronomie, parce que on est quand même le premier élevage bovin européen, avec un savoir-faire plus, puisque en France, on est les champions du monde des normes. Les élevages sont quand même relativement bien tenus. On a des petits élevages. On a une biodiversité incroyable et un choix incroyable aussi pour nos métiers, puisqu'on a des races. Ouais. Voilà, on a des races qu'on peut mettre en avant. Je crois qu'on est le pays qui a le gros patrimoine génétique. Alors, on a un beau patrimoine génétique et historique. Et ce qu'il faut voir aussi, et c'est pour ça que je suis inquiète, c'est que nous, les bouchers, on fait partie d'une filière aussi par rapport à la gastronomie. Donc, moi, ce que je veux, c'est la préservation des races, des AOP aussi, parce qu'on a des AOP carnés. Hein. On a le bœuf de Camargue, on a le bœuf de Charolles, on a le fin gras du Mézin, on a les agneaux de la baie de Somme, les agneaux du Pré-Salé. Et en fait, c'est ça, moi, que je veux préserver, parce que c'est aussi la couleur de nos territoires, nos savoir-faire. Et pour moi, c'est formidable de proposer ça et de le faire goûter, parce que ça rayonne à travers la France et à travers le monde. Et nous, en tant qu'artisans, on est contents aussi de travailler ces produits parce que c'est notre identité. Est-ce que dans les boucheries, il y a une très grande majorité de la viande française, ou est-ce qu'il y a des cas où... est-ce que des fois on fait le choix d'une viande étrangère pour des raisons de prix ou des raisons de qualité aussi? Non, c'est pas du tout des raisons de prix. Okay. Alors, globalement, par rapport à moi et surtout à nos collègues français, on aime bien mettre en avant sur nos étals de la viande française. Parce qu'on a ces spécificités-là entre la Salaire, la Normande, la Limousine. Team Limousine. On a ces spécificités-là. En revanche, dans certaines villes, on a aussi des clients
qui viennent et qui veulent avoir des vitrines de maturation. Et moi, je l'ai vécu, hein, je plaide coupable. Il y a, avant même qu'on puisse avoir du bœuf japonais, on avait des clients, moi j'ai des clients japonais qui voulaient absolument avoir de l'angus ou du wagyu. Et moi, j'ai fait le parti de me dire qu'on avait un patrimoine exceptionnel et que il faut mettre en avant ces produits-là. Et c'est vrai que je me suis coupée d'une certaine clientèle qui veut forcément goûter des races étrangères. Et on retrouve quand même chez certains, mais pas tant que ça, des trains de côte, mais qui sont plus chers parce qu'ils peuvent pas acheter. Ils n'achètent pas des carcasses, en fait. Ils achètent que des trains de côte pour vendre des côtes de bœuf. Et c'est là où on peut trouver parfois des races angus qui viennent d'Irlande ou que sais-je, de la Rubia Galega qui est la blonde espagnole, ou de la viande aussi autrichienne, je sais même plus d'ailleurs la race, parce qu'on a aussi des clients qui font ce choix-là. Mais ça reste pas la majorité. Majoritairement, quand on voit, parce que je parcours beaucoup la France tous les ans, je fais 6000 km à moto avec mon mari pour aller voir des éleveurs et des artisans. Et globalement, ils jouent le jeu de promouvoir la viande locale. Et je trouve ça génial. Et souvent, ils ont le lien avec les acteurs locaux, les éleveurs locaux. Et c'est génial. Parce que rien de mieux qu'un artisan boucher pour valoriser un animal. C'est mieux que la vente à la ferme, entre nous. Pourquoi c'est mieux que la vente à la ferme ? Parce que chacun ses compétences. Pour moi, un boucher, je vais me faire peut-être taper dessus, mais pour moi, un boucher n'est pas un bon éleveur, parce qu'on a des bouchers éleveurs aussi. Et pour moi, un éleveur n'est pas un bon boucher. Ou alors, il faut travailler ensemble, entre éleveurs et entre bouchers, partager ses compétences et s'associer à la limite. C'est un vrai métier, boucher, c'est un vrai métier, éleveur. Il faut travailler plutôt la complémentarité que de s'octroyer les deux métiers. Enfin, c'est mon esprit à moi. Et on sait que les habitudes de vie, elles ont changé. Aujourd'hui, on aime bien aller au supermarché pour trouver tous les produits centralisés. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent pour les convaincre de faire l'effort d'aller chez leur artisan boucher ? Alors, je ne vais pas taper sur la distribution, parce que dans la grande distribution, il y a aussi de très bons bouchers qui vendent à l'étal comme nous. En revanche, moi, je les attire à venir chez l'artisan boucher parce que souvent, c'est en centre-bourg ou en centre-ville qu'on a beaucoup de commerces qui ferment et que les artisans bouchers font partie de cette dynamique et le lien social. Et ils sont aussi garants de la sécurité, c'est-à-dire que l'artisan boucher, c'est l'un des derniers à fermer la lumière à part les restaurateurs. C'est l'un des premiers à ouvrir la lumière le matin. Ça donne cette sécurité dans les centres-villes, dans les centres-bourgs. On a aussi le lien social. On est souvent là pour la petite mamie qui ne va pas partir en vacances, qu'on va aller livrer. On est là aussi pour éduquer les petits-enfants parce que quand les enfants viennent, on leur explique aussi la viande. Et on a le temps. Qu'en grande distribution, souvent, les gens ne vont même pas au rayon trad. Ils vont aller chercher la barquette. On en a besoin aussi parce que des fois on est pressé, mais on n'a pas le même conseil qu'on peut avoir chez l'artisan. On va vous expliquer d'où vient le produit, comment le conserver aussi, parce que ça c'est important, et comment le cuisiner, et la pédagogie en fait de ce que c'est que la viande. Justement, peut-être que des fois, il y en a qui n'osent pas franchir la porte d'une boucherie parce qu'on ne sait plus quel morceau demander. Alors, et puis on a l'impression que c'est cher aussi. Oui, effectivement. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut aller dans une boucherie ? Quels sont les meilleurs morceaux rapport qualité-prix qu'il faut demander sans se sentir gêné de dire au boucher, en fait, je ne sais pas trop ce que je veux. Alors, c'est déjà ne pas avoir de complexe par rapport au coût. Parce que comme j'expliquais, le coût, c'est aussi un frein. Et en boucherie, il y a aussi des saisons sur les produits qui vont en rapport avec... par exemple, en été, on ne va pas vendre facilement du pot-au-feu. Alors que c'est facile de faire un morceau de pot-au-feu et de le faire en viande froide, de faire une terrine après avec des carottes, etc. Moi, le conseil que je peux donner, c'est d'aller chez son artisan ou chez un artisan qui est dans son village et de lui expliquer qu'on a des contraintes budgétaires, qu'est-ce qu'on peut faire, à quel coût, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui. Parce que c'est pareil, on n'a pas tous les morceaux tout le temps. Parce qu'une carcasse, elle va avoir un petit morceau d'araignée, elle va avoir un seul paleron, ou un seul jarret ou 2 jarrets, ou 4 jarrets d'ailleurs. Et en fait, on vend les morceaux et on valorise une carcasse. Donc, on ne va pas avoir toujours de l'araignée, on ne va pas avoir toujours de la poire ou du merlan, parce que ce sont des petits morceaux. C'est ça que je veux dire. Et on a des morceaux qui sont beaucoup plus économiques,
et des morceaux qui le sont moins. Et l'artisan, en fait, c'est celui qui a le temps d'expliquer aux gens le produit, comment le valoriser, comment le cuire, la saison. Et il y a même des plats, des spécificités en région qui sont particulières. Le bœuf à la bière, le bœuf bourguignon, la potée. Et ça, c'est des plats qui ne sont pas forcément chers et qu'on peut après valoriser en hachis parmentier, en salade de pommes de terre. Enfin, il y a plein de trucs, plein d'astuces qui font que la viande, ça peut faire 3-4 plats et pas un seul plat. Ouais, je comprends. Très bien. Bon, écoute, on va arriver aux questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fière à toi d'être bouchère et puis de t'investir dans la représentation des bouchers? Alors, ce qui me rend fière, c'est que c'est un métier qui est ancestral et qui est le plus vieux métier du monde aussi. Parce que c'est aussi le métier qui a réuni les gens à l'origine, puisque les hommes se sont réunis pour chasser et se sont sédentarisés finalement grâce aux animaux. Et j'ai l'impression que mon métier est issu de ça aussi. Donc, et se nourrir aujourd'hui, c'est essentiel, enfin depuis toujours. Hein. Si on ne se nourrit pas, on ne vit pas. Et c'est ce qui me rend fière par rapport à ce métier-là, parce que pour moi, c'est un métier essentiel. C'est le métier qui a fait de notre société ce qu'elle est devenue et de l'humain ce qu'il est devenu. C'est pas humble du tout, mais j'en suis fière. Et je suis fière aussi de mon métier, parce que c'est toute une filière transversale. Il y a un pan de la société qui est issu de ça, c'est-à-dire les éleveurs, les agriculteurs aussi, parce qu'en fin de compte, c'est pas que l'élevage, hein, c'est tout ce qui va autour. C'est donc l'agriculture, ce qui a fait devenir notre société ce qu'elle est devenue. C'est la logistique, donc les transporteurs, les abatteurs, qui pour moi sont des humains pour lesquels j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration. Les intermédiaires, hein, les grossistes aussi, qui ont parfois des pépites à nous proposer. Ceux qui vont négocier. Et puis après, les cuisiniers, les chefs et les hommes et les femmes qui vont valoriser ces produits-là. Et en fait, on fait partie aussi du plaisir, de la convivialité, de la famille. En fait, c'est plein de choses en même temps et de la santé. Parce qu'aujourd'hui, la viande, à chaque âge, on a des quantités à consommer, des valeurs à la santé. Et en fait, on est tous liés quelque part. Hein. La santé, l'éducation, la vie tout simplement, et l'amour. Parfait. Et deuxième question, est-ce que tu aurais un truc pour nous pour étaler notre science au prochain repas entre amis quand il y aura de la viande sur la table qu'on sera allé chercher au boucher du coup? Eh bien oui, parce que là, on va être à la période des grillades et on a des morceaux de viande qu'on s'accapare en steak et qu'on ne sait pas que ce sont des produits tripiers. Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, notamment en ville, boudent beaucoup les produits tripiers. Et j'ai une anecdote sur la hampe. La hampe, ça se trouve au niveau du diaphragme et l'onglet aussi. Et souvent, quand on nous demande des bons steaks, on nous demande de la hampe et de l'onglet. Et j'ai déjà même quelques-uns qui m'ont refusé ce morceau parce que je les ai éduqués en leur expliquant que c'était des morceaux, des produits tripiers. Et on m'a dit, ah non, mais moi, j'aime pas les produits tripiers, j'en veux pas. Les produits tripiers, c'est comme les tripes, quoi. Voilà, en fait, c'est un produit qui fait partie du 5e quartier et c'est, oui, comme les tripes, comme le foie, comme les rognons, ça fait partie de ces produits-là. Et c'est un produit très saignant, très sanguin. Et quand on a besoin, qu'on est en carence de fer, c'est un produit qui est riche en fer, la hampe. Et est-ce que tu peux nous rappeler où est située l'entrecôte et la bavette, qui sont aussi des morceaux plutôt nobles qu'on a l'habitude de manger à table? Ah oui, alors il faut que je l'explique. La bavette, c'est devant, en fait. Et la hampe, c'est... Et non, tu m'as demandé l'entrecôte. Et l'entrecôte? Eh ben, c'est au niveau des côtes. Donc à l'arrière, sur le dos. Enfin, à l'arrière, sur le dos. Sur Okay. le côté. Sur le côté. Côte entre côtes, en fait, ça porte bien son nom. Oui, et le faux filet, c'est où? Le faux filet, c'est le complément de l'entrecôte, en fait. Ok, Tout simplement. très bien. Eh ben, Le prolongement, pardon. Et sur le dos, il y a quoi? Il y a le morceaux? filet aussi. Le filet qui est la partie la plus tendre parce qu'en fait, c'est une partie où l'animal ne le fait pas beaucoup bouger. C'est un muscle qui bouge pas beaucoup. C'est le morceau le plus cher aussi. Parfait. Et dernière question, où est-ce qu'on peut retrouver ta boucherie, commander tes produits pour ceux qui ont de la chance d'habiter autour de la boucherie et puis suivre ton actualité? Alors, mon actualité, c'est sur Insta, c'est Bouchère Rock'n'Roll. Ou sur Bouchère Rock'n'Roll. Voilà, ou sur LinkedIn, ou sur Facebook, ou sur TikTok,
ou sur X. Là, c'est Véronique Langlais. Sinon, ma boutique, c'est rue Messonnier. Mais en fait, moi, je veux pas trop attirer les gens à venir chez moi. Je trouve qu'on a un beau pays, qu'il y a beaucoup d'artisans bouchers et qu'il faut être engagé à aller chez son artisan boucher. On est 18 000 en France et on est tous engagés au bien manger. Génial. Bon, mille merci Véronique pour tout ton temps, nous avoir expliqué cette belle profession. J'ai appris plein de trucs et je suis sûre que les auditeurs aussi. Donc, grand merci. Merci Louise. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail. Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersion à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.